Adrien Caténas, bonjour. Bonjour. Vous êtes député LFI du Nord. Plusieurs députés se sont plaints du rythme effréné des réformes. Est-ce que vous aussi, vous êtes au bord du burn-out? Non, mais d'ailleurs, le problème n'est pas est-ce qu'on travaille trop. Personne ne se plaint du fait que nous travaillons trop. C'est l'organisation du travail que nous mettons en cause. On a finalement une organisation des débats qui est anarchique. On demande à des députés de siéger du lundi au lundi, week-end compris, jour et nuit. Et on se pose finalement la question de savoir pour qui est fait l'engagement politique, quoi. Est-ce que ça doit être comme ça des robots, des androïdes, disponibles 24 heures sur 24? Et en plus, ça a été dit précédemment, j'écoutais attentivement l'émission juste avant d'arriver, et le travail des députés, effectivement, ne se résume pas à l'hémicycle. Mais cette accélération, qui fait aussi d'ailleurs, j'ai vu, on a voté, je crois, autant de fois en un an. On a voté à peu près la moitié de ce qui a été voté dans la législature précédente en nombre de scrutins publics en 5 ans, nous en un an. On voit bien en réalité que ça montre aussi quel est l'usage du Parlement par ce gouvernement. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron considère que l'Assemblée nationale c'est une formalité, que presque c'est gênant, c'est un frein. Il se dit que de toute façon avec la majorité qu'il a, tous les projets de loi qui passent seront de Et pourtant on voit estampillés. plusieurs amendements maintenant de la République en marche se multiplier. Mais pour une raison qui a été évoquée, c'est qu'à un moment donné, toutes ces personnes se posent la question de savoir à quoi elles servent, sinon qu'à mettre le tampon sur tout ce que propose Emmanuel Macron. Donc, et comme en plus ils sont regardés de près, y compris par des logiques de statistiques dont on voit bien aussi les limites, on le voit depuis quelques semaines, ils déposent des amendements que parfois ils retirent en séance. On a un petit peu comme ça cette course à l'intervention qui est finalement ridicule. La question qui est posée, c'est à quoi sert cette Assemblée? Et on a un gouvernement qui considère que c'est juste un encombrement quelque part, alors que c'est la vie démocratique de notre pays. On va écouter Mathieu Orphelin, qui a déposé un amendement pour interdire le glyphosate récemment sur le projet de loi des États généraux de l'alimentation. On l'écoute et vous réagissez. Moi, je joue collectif. Tous les amendements que je porte, ils sont évidemment... je les propose au groupe La République En Marche, on les travaille ensemble. Le plus souvent, ils sont retenus par le groupe, des fois pas. Et donc voilà, j'ai l'impression de faire le travail de député quand je porte des idées pour faire progresser notre projet, notamment sur la transition écologique. Je veux pas l'échec, je veux la réussite de la majorité, du gouvernement. Et ça veut dire être à la hauteur des enjeux sur la transition écologique. C'est pas gagné. Ça préjuge de l'arrivée de frondeurs, vous pensez, dans cette majorité? Mais plus que de frondeurs, il y a finalement de véritables députés. Mathieu Orphelin, même si on a des points de désaccord, lui, il assume le fait qu'il a un rôle de député et donc il propose des amendements de texte. Il se vit pas comme un agent du macronisme qui doit juste voter en cadence tout ce que propose le président de la République. Le danger, et on le voit bien, c'est que cette Assemblée devienne finalement la chambre d'enregistrement des desiderata du président de la République. Sous la Ve République et sous Emmanuel Macron, on n'a jamais eu autant de démonstrations de la dérive de cette monarchie présidentielle. Des fois même, certains ministres sont mis en difficulté par les arguments de l'opposition. On voit bien que dans leur état d'esprit, c'est de dire de toute façon cette comédie va durer une demi-heure et puis après rien ne changera. Dans votre groupe, il n'y a pas d'obligation de déposer des amendements qui ont été validés par le groupe. Regardez, parce que j'écoutais aussi ce qui a été dit, c'est faux de dire que les amendements de la France Insoumise sont simplement des amendements qui demandent des rapports. Nous, on s'évertue à chaque fois que nous faisons des amendements de faire des contre-propositions. À chaque fois même que nous critiquons ce que fait le gouvernement, nous proposons systématiquement. Vous savez, la France Insoumise, je crois que c'est près de 4000 amendements déposés. Mais ce n'est pas de l'obstruction parlementaire. Hein. L'obstruction parlementaire, on connaît, c'est parfois des textes, on l'a vu dans les législatures précédentes où il y avait des fois 1000 amendements. C'est pas ça que nous faisons. Nous proposons sérieusement, avec des accords politiques que l'on met en perspective, mais nous proposons une autre voie sur les textes de loi que propose le gouvernement et Emmanuel Macron. Voilà ce que nous faisons. Et malheureusement, notre travail est systématiquement méprisé par une majorité de députés qui considèrent qu'elle n'est là qu'au service du programme présidentiel. Je voudrais vous entendre sur ces révélations de France Info ce matin. Le candidat Emmanuel Macron aurait bénéficié de prix très avantageux pour louer des salles à Paris pour des réunions publiques pendant sa campagne. Est-ce que pour vous, la justice doit se pencher sur ces révélations? Ce sera à elle de le dire, mais moi je pense qu'effectivement on devrait s'y intéresser de près. Parce que quand je vois tout ce qu'on a pu faire sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon avec des enquêtes ouvertes, alors que c'est les mêmes arguments d'ailleurs qu'avec Emmanuel Macron ce matin, son porte-parole, le porte-parole de l'Élysée disait effectivement les comptes de campagne ont été validés, oui les nôtres aussi, sauf que là en l'occurrence on voit que dans les comptes de campagne du président de la République, il y a sans aucun doute des ristournes très importantes qui finalement sont des sortes de dons maquillés. On va justement écouter... Il va y avoir à mon avis une investigation, il peut pas y avoir deux poids deux mesures quoi. Et effectivement s'il faut de l'exemplarité, il la faut pour tout le monde, et si les comptes de campagne d'Emmanuel Macron sont mis en cause, il faut que ça aille au bout. On écoute justement le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Dans le livre Révolution d'Emmanuel Macron. Seulement, pour l'instant, dans les faits, on ne voit pas quelles sont les réformes qui illustrent cette capacité à désenclaver les individus. Le non-plan banlieue, les menaces sur les aides sociales, la philosophie pour l'instant...
Alors, je vais vous résumer, puisqu'on a un petit problème technique, je vais vous résumer les propos de Benjamin Griveaux qui dit que, bon, finalement, la justice ferait mieux de se pencher sur les comptes de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Il renvoie un peu la balle dans votre camp ? Oui, non, mais c'est l'habileté. Nous, on est très à l'aise avec nos comptes de campagne. Vous savez, il faut que les gens comprennent qu'un compte de campagne, on déclare tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes sur un plateau télé comme celui-ci, nous, on a fait des émissions, je pense à l'émission du chiffrage de notre programme pendant la campagne, la moindre pince pour accrocher un spot, c'est plusieurs centaines d'euros. Parfois, il faut tout déclarer. Donc nous, on préfère parfois en déclarer de trop, c'est-à-dire vraiment faire tout ce qu'il faut, être le plus transparent possible. Et après, la commission procède à des réformations. Et pourtant, il y a une enquête qui est ouverte, quand même. Mais bien évidemment, il y a une enquête qui est ouverte et vous verrez à la fin ce qu'il en sera. C'est que nous, on a strictement rien à se reprocher sur les comptes de campagne. Tout a été fait de manière tout à fait parcimonieuse et par ailleurs, on voit bien ce matin, avec la cellule d'investigation qui a enfin fait son travail, il a fallu le temps pour qu'elle le fasse, que visiblement, il y a quand même de vrais soucis avec les comptes de campagne de M. Macron. On peut même se poser la question de savoir si toutes les comédies qu'il y a eu depuis plusieurs semaines sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon n'étaient pas un contre-feu pour masquer le vrai problème qui est le compte de campagne du président de la République. Je voudrais vous entendre aussi sur les européennes. Yann Brossa a été désigné chef de file du PCF pour ces élections. Comment vous interprétez, vous, la nomination de Yann Brossa ? Bon, écoutez, tout ça m'intéresse assez peu. En réalité, je pense que là, on va avoir une élection européenne, un scrutin qui va être national, donc des enjeux qui vont être nationalisés. On va avoir une campagne qui, je pense, devrait intéresser davantage sur la question européenne que les précédentes. Moi, je le vois chaque fois que je vais en réunion publique, même si le sujet n'est pas sur la table de mon fait, les gens mettent la question européenne sur la table. Donc, on va avoir une campagne intéressante. La tambouille politicienne nous intéresse assez peu. Vous dites quoi au PC ? Allez-y tout seul. Nous, on veut pas faire alliance avec vous. Nous ne nous intéressons pas à la tambouille. Nous sommes disponibles pour discuter avec tout le monde sur la base d'un programme et de fond. Vous avez tendu nous, sur la la main question au PCF, européenne, mais nous, on tend la main à tout le monde. Moi, j'ai pas de difficulté à discuter avec qui que ce soit, dès lors que l'on discute sur le fond. Ça m'intéresse pas de savoir comment on se réunit dans une salle obscure pour décider de qui a quelle place sur une liste. Ce qui m'intéresse, c'est de voir est-ce que nous sommes d'accord. Par exemple, la France Insoumise, c'est très clair. Sur la question européenne, nous disons, on ne peut pas mener une politique écologiquement et socialement ambitieuse dans le cadre des traités européens. Les traités européens actuels interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Par conséquent, la mise en cause des traités, non pas de l'Europe en tant que telle, mais bien de cette construction européenne-là, est centrale. Donc il n'y a pas de différence de fond finalement entre vous et le Parti communiste. Il y a une certaine gauche qui fait de l'incantation sur le fait qu'on en appelle à l'Europe sociale et environnementale. La France Insoumise, elle se donne les moyens d'y arriver, c'est-à-dire elle considère aussi qu'il y a un certain nombre de verrous qu'il faut faire sauter, soit par la négociation, soit par le fait d'avoir d'autres types d'alliances avec des partenaires. Mais vous ne fermez pas la porte au Parti communiste. Mais tout est ouvert à la discussion, mais encore une fois, pas pour faire de la tambouille. Si c'est pour se réunir à quelques-uns, alors que nous ne sommes peut-être pas d'accord sur certains points, et l'unité n'est pas un préalable, voilà ce que je veux dire. On n'est pas fermé à la discussion du tout, on est disponible pour discuter, mais discutons de fond. La question de l'unité peut pas être un préalable si c'est pour après atterrir sur un espèce de ventre mou politique. On voit certaines alliances qui pourraient avoir lieu qui ne ressembleraient à rien, honnêtement. Vous avez des contacts avec d'autres partenaires européens ? Bien évidemment, pour nous, c'est très important de faire cette démonstration implacable que nous ne sommes pas isolés dans ce que nous portons sur la question européenne. Nous nous disons que la construction européenne a été complètement dévoyée et qu'on est passé d'un idéal de coopération entre les peuples à cette compétition généralisée où des pays qui ne sont pas harmonisés fiscalement et socialement se font la compétition entre eux, tant et si bien que c'est toujours le moins-disant social qui gagne et que vous le voyez comme moi, partout où les peuples sont interrogés démocratiquement, vous avez un rejet de l'Union européenne et ce n'est pas la France insoumise qui l'a décidé, ce sont les tenants de l'Europe libérale qui organisent eux-mêmes les conditions d'être détestés par les peuples. Moi, je suis très inquiet de voir ce qui se passe en Autriche, de voir le retour de l'extrême droite au Parlement allemand, de voir la situation en Italie. Tout ça devrait nous inquiéter. Il va y avoir de toute façon, le volcan va éclater. C'est certain. La question est de savoir quelle va être l'issue. Est-ce que ce sera l'issue mortifère de l'extrême droite et du nationalisme, ou est-ce que ce sera l'humanisme écologique et social que nous proposons pour relever les défis que nous avons à relever? Voilà ce qui nous oppose. Pour les municipales, est-ce que vous êtes prêt à des accords locaux ? Mais j'ai vu il y aura des candidats partout. La République en marche se pose la question de savoir qui elle va soutenir entre LR et le PS à certains endroits. On voit bien donc du coup quelle est finalement la ligne du président de la République. C'est une espèce de pompe aspirante qui rallie tous les libéraux de tout poil, qu'ils soient membres du PS ou de la droite. Nous, encore une fois, c'est le fond qui compte. À partir du moment où on peut s'accorder sur le fond, tout est ouvert à la discussion. Et j'aime autant vous dire que compte tenu des positions de la France insoumise, y compris dans certaines métropoles et certaines grandes villes, évidemment que nous nous préparons méthodiquement, mais avant de penser aux personnes, nous pensons à faire participer les citoyennes et les citoyens, les acteurs associatifs, les acteurs de terrain, et nous créons un dispositif de terrain qui soit capable de porter des candidatures. Après, il faudra quand même les porter, ces candidatures. Bien évidemment. Vous êtes candidat officiellement à Lille ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, on m'a posé la question de savoir si j'étais intéressé par la mairie de Lille. J'ai dit oui, évidemment, pour la
France Insoumise, ça m'intéresse. Et la question de ma place dans le dispositif reste à déterminer. Moi, je considère aujourd'hui, je suis député, j'ai été élu, j'ai une tâche pour 5 ans, elle est importante. On peut faire tomber Martine Aubry ? Mais c'est pas la question de faire tomber qui que ce soit, hein, par ailleurs. Il y a des bonnes choses qui ont été faites à la mairie de Lille, il y a des choses moins bonnes, il y a des points d'accord et des points de désaccord. La question n'est pas de faire tomber qui que ce soit, c'est pas sous cet angle-là qu'il faut voir les choses. Je pense qu'il y a à Lille la capacité maintenant, et ça a été démontré pendant la séquence 2017, d'avoir une transition, et je pense qu'il serait préférable que la suite soit prise par la France Insoumise et ses soutiens, que d'avoir le risque d'avoir la droite ou la République En Marche qui reprennent le flambeau de la mairie de Lille. Voilà ce que je dis, et je pense que compte tenu de ce que nous avons fait en 2017, nous en avons la capacité, nous nous y préparons. Quant à moi, la place que j'aurai dans le dispositif, elle reste déterminée, mais à cette heure, je suis concentré sur la tâche qui est la mienne. Alors il y en a une qui est candidate, c'est Danielle Simonet, elle veut y aller à Paris, est-ce qu'elle a ses chances face à Anne Hidalgo ? Je pense en tout cas que chacun devrait regarder le boulot formidable que fait Danielle Simonet à Paris. J'ai vu que même plusieurs élus qui sont ses adversaires politiques disent que si tous les élus travaillaient comme elle le fait, d'arrache-pied, et comme c'est le cas d'ailleurs de beaucoup, la plupart, tous les élus de la France Insoumise travaillent énormément, et petit à petit, j'observe que partout dans le pays, on nous écoute plus attentivement aussi pour cela. C'est que nous faisons la démonstration de ce sérieux. Qu'on soit d'accord ou pas avec la France Insoumise, le diagnostic que nous posons est présent, et les solutions que nous apportons sont disponibles. Voilà ce que nous disons. À la SNCF, la grève continue, mais le projet de loi a été voté, donc une fois à l'Assemblée, une fois au Sénat. Il va y avoir une commission mixte paritaire qui pourrait être conclusive la semaine prochaine. Est-ce que vous vous dites, bon là, le match est plié ? Je me dis surtout quel dommage que nous n'ayons pas eu un vrai débat national sur la question qui soit correctement organisé. Parce que quel dommage, ça veut déjà dire que la lutte est terminée ? Non, la lutte continue, alors qu'il est, même si le texte a été voté au Sénat, les syndicats sont toujours mobilisés et la grève va se poursuivre. Moi, je souhaite qu'elle se poursuive, en tout cas, on la soutiendra. Il faut savoir arrêter une grève, disait Maurice Ress. Il faut savoir, pour le coup, là, je pense c'est le moment d'élargir la grève aux usagers, parce que personne, je dis bien personne, n'a pu nous faire la démonstration que l'ouverture à la concurrence n'allait améliorer quoi que ce soit. Je profite d'être à votre micro ce matin pour dire à tous les usagers, y compris ceux qui ont pâti durement des semaines de grève, que les choses ne vont pas s'améliorer. Même nous, ce que nous disons, c'est que ça va s'empirer. Vous voyez, à chaque fois, on parle des conséquences de la grève et du fait qu'on souhaite qu'elle se termine. Mais vous savez, même les grévistes souhaiteraient qu'elle se termine. Parce que quand vous rentrez Sauf qu'aujourd'hui, on est en grève. Quand vous rentrez chez vous, vous annoncez à vos familles, vous n'êtes peut-être pas partir en vacances parce que ça vous a coûté autant de faire grève. Vous savez, les gens ne font pas de la contestation par plaisir, ni dans le syndicalisme, ni en politique. Nous posons une question qui est de dire en quoi l'ouverture à la concurrence règle un certain nombre de problèmes. On l'a vu sur d'autres secteurs, le marché de l'énergie, souvenez-vous-en. Est-ce que ça a amélioré quoi que ce soit ? Absolument pas. C'est une pagaille indescriptible. On crée parfois des marchés de toutes pièces de manière artificielle. Ça ne solutionne pas les problèmes pour les consommateurs. Donc vous serez le 12 juin ? Sur la question du rail, par exemple, jamais on ne pose la question de comment on utilise le rail public pour faire la planification écologique, pour organiser les conditions que les marchandises circulent sur des rails et non plus sur des routes. Il y a un tas de choses intelligentes à faire. Et là, on a des idéologues bornés qui se contentent de photocopier les directives de Bruxelles qui disent on ouvre à la concurrence. Et tout ce qui en découle sur le statut et la dette ne sont que des conséquences de ces décisions européennes. Donc vous serez le 12 juin dans la rue pour cette journée sans cheminots ? Mais on soutiendra et on continuera à soutenir les cheminots. Et je dis vraiment aux usagers qui nous écoutent, même si la grève est difficile à supporter, même si c'est difficile pour tout le monde, y compris pour ceux qui la font, comprenez que ce qui est en cause, c'est aussi l'usage que vous ferez demain du rail public. Et avec cette ouverture à la concurrence, ça sera plus de pagaille. Vous aurez peut-être le choix de choisir votre opérateur, mais pour arriver sans doute encore plus en retard qu'aujourd'hui, vous aurez sans doute des prix qui vont augmenter. Et puis j'alerte aussi, même s'il y a eu quelques avancées au Sénat, qui sont d'ailleurs le fruit de la mobilisation à mon sens, parce que le gouvernement était inflexible. Sauf que c'est la CFDT et l'UNSA qui a négocié. Oui, mais on a vu quelques bouger à mesure en tout cas que le mouvement avait lieu. Mais sur la question de l'incessibilité du capital, moi je mets en garde, on n'a aucune garantie pour demain. Ça a été voté au Sénat. Oui, mais ce qui a été voté à ce stade peut être défait demain. Souvenez-vous que dans le cas d'EDF ou d'autres secteurs de l'énergie, on nous avait dit les yeux dans les yeux qu'il n'y aurait pas de privatisation. Et de manière méthodique, petit à petit, eh bien, nous sommes arrivés à la privatisation. Nous ne voulons pas que le rail public soit privatisé. Cela doit rester public parce que c'est un secteur stratégique et nous devons garder ces leviers. On voit que à la SNCF comme ailleurs, Emmanuel Macron tend les débats, ce qui favorise aussi la contestation et notamment la France Insoumise. Certains disent Jean-Luc Mélenchon est l'idiot utile de ce gouvernement. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Non, pas certains disent. En l'occurrence, moi je l'ai entendu d'une personne qui est monsieur Olivier Faure. Alors je ne sais pas si j'aurais la même amabilité qu'Olivier Faure de lui dire qu'il est idiot. En revanche, sur la question de l'utilité, honnêtement, je pense qu'il est en l'occurrence lui complètement inutile dans l'opposition au gouvernement. Et on le voit bien, le Parti socialiste aujourd'hui est dans une ligne qui est ni Macron ni Mélenchon. Bon j'ai envie de dire, au milieu de tout ça, c'est un peu le néant et on ne sait pas bien où ils vont. Ce parti est dans l'incapacité aujourd'hui de s'opposer clairement et ça se vérifie dans l'opinion. Non, ce que par rapport à ce que vous dites, l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron
à elle seule, sert notre cause. Parce qu'elle est une démonstration à la fois de l'arrogance, des travers de la monarchie présidentielle, ce que nous disons, et en même temps de l'impasse du libéralisme. On voit depuis un an ce qui a été fait, la préférence pour les riches absolue, le fait d'avoir flexibilisé à outrance le marché du travail. Maintenant, dans le secteur privé, on voit que même sans justification économique, on peut licencier à tour de bras. On nous dit qu'il faut libérer les énergies, mais c'est des contrats précaires qui continuent d'être signés. Donc, les grands défis que nous avions identifiés pendant la présidentielle sont toujours bien présents. L'élection présidentielle n'a rien réglé. C'est la raison pour laquelle, dans ce pays, vous avez l'impression que l'élection est pour demain. Moi, partout où je vais, j'ai l'impression qu'on est en phase pré-présidentielle, qu'on va voter dans 15 jours, parce que finalement, rien n'a été réglé. Et les défis environnementaux, les défis sociaux et démocratiques que nous avions identifiés sont toujours prégnants dans le pays. Une dernière question sur les fake news. La proposition de loi devrait être débattue, sans doute votée aujourd'hui à l'Assemblée. Est-ce que vous apporterez votre voix ? Non, je pense que nous allons plutôt amender le texte et faire des propositions raisonnables parce que nous voulons être les garants de la liberté de la presse dans cette affaire et surtout nous sommes pour d'autres solutions, par exemple le renforcement du secret des sources. Et puis j'interroge, qui va dire ce qui est vrai et ce qui est faux ? Est-ce que quand le gouvernement, par exemple, nous dit sur le travail détaché maintenant c'est à travail égal, salaire égal, alors que les cotisations sociales restent payées dans le pays d'origine, est-ce que c'est une fake news ? Si oui, M. Macron est le champion. Quand le gouvernement dit en baissant les cotisations sociales, on augmente le salaire, alors que les cotisations sociales font partie du salaire, c'est une fake news. Donc s'ils veulent jouer à la fake news, je pense que le match va vite être perdu. En revanche, ce que nous pouvons faire, et nous le souhaitons, parce que nous ne disons pas que par ailleurs il n'y a pas de problème. Le problème, il est là. La question, c'est quelle solution on y apporte. Je ne pense pas que cette loi soit adaptée à ça. Nous faisons une proposition raisonnable. Celle qui existe par ailleurs, par exemple en Belgique, qui est la formation d'un conseil déontologique du journalisme, qui serait composé à la fois de gens de la profession, y compris des pigistes, et de citoyens qui sont dans un conseil et qui peuvent déterminer effectivement un droit de réponse. C'est-à-dire, quand vous êtes mis en cause et que vous n'avez aucune capacité de répliquer, eh bien on peut vous en donner la possibilité. Voilà des choses plus raisonnables à faire que cette loi fake news. Honnêtement, s'il faut déterminer en 48 heures le vrai du faux dans les discours que nous avons régulièrement, bon courage effectivement aux magistrats qui vont avoir à le faire. Merci Adrien Quatennens d'avoir été avec nous ce matin, député LFI du Nord. Merci à vous.